Chapitre 7. L'individu comme espèce. Le système nominal des Pénans, qui vivent en nomades dans l'intérieur de Bornéo, permet de préciser le rapport entre les termes auxquels nous serions enclins à réserver la qualité de nom propre, et d'autres dont, aux premiers abords, la nature pourrait sembler différente. Selon son âge et sa situation de famille, un Pénan peut être en effet désigné par trois sortes de termes, soit un nom personnel, soit un technonyme, père d'un tel, mère d'un tel, ou enfin par ce qu'on serait tenté d'appeler un nécronyme, exprimant la relation familiale d'un parent décédé avec le sujet. Père mort, nièce morte, etc. Les Pénans occidentaux n'ont pas moins de 26 nécronymes distincts, correspondant au degré de parenté, à l'âge relatif du défunt, au sexe et à l'ordre de naissance des enfants, jusqu'au 9e. Les règles d'emploi de ces noms sont d'une surprenante complexité. En simplifiant beaucoup, on peut dire qu'un enfant est connu par son nom propre jusqu'à ce qu'il meure En simplifiant beaucoup, on peut dire qu'un enfant est connu par son nom propre jusqu'à ce que meure un de ses ascendants. S'il s'agit d'un grand-père, l'enfant est alors appelé Tupou. Si le frère de son père meurt, il devient Ilun, et il le restera jusqu'à ce que meure un autre parent. À ce moment, il recevra un nouveau nom. Avant de se marier et d'avoir des enfants, un Pénan peut ainsi passer par une série de 6 ou 7 nécronymes, ou davantage. À la naissance du premier enfant, le père et la mère adoptent un technonyme, exprimant leur relation à cet enfant, nommément désigné. Ainsi, Tama Awing, Teneng Awing, père ou mère de Awing. Que l'enfant meurt, et le technonyme sera remplacé par un nécronyme. Enfant, premier-né mort. À la prochaine naissance, un nouveau technonyme supplantera le nécronyme, et ainsi de suite. La situation est encore compliquée par les règles particulières qui prévalent entre germains. Un enfant est appelé par son nom si tous ses frères et sœurs sont vivants. Quand l'un d'entre eux meurt, il adopte un nécronyme, germain aîné ou cadet mort. Mais dès la naissance d'un nouveau frère ou d'une sœur, le nécronyme est abandonné et le sujet reprend l'usage de son nom. Beaucoup d'obscurité subsiste dans cette description. On comprend mal comment les différentes règles réagissent les unes sur les autres, bien qu'elles semblent fonctionnellement liées. En gros, le système est définissable par 3 types de périodicité. Vis-à-vis de ses ascendants, un individu va de nécronyme en nécronyme. Vis-à-vis de ses germains, d'autonyme, terme par lequel, dans un tel système, il est commode de désigner les noms propres, en nécronyme. Vis-à-vis de ses enfants, enfin, de technonyme en nécronyme. Mais quel est le rapport logique entre les 3 types de termes? Et quel est le rapport logique entre les 3 types de périodicité? Technonyme et nécronyme se réfèrent à un lien de parenté. Ce sont donc des termes relationnels. L'autonyme n'a pas ce caractère, et de ce point de vue, il s'oppose aux formes précédentes. Il détermine seulement un soi. Par contraste avec d'autres soi, cette opposition, implicite dans l'antonyme, entre soi et autre, permet en retour de distinguer le technonyme du nécronyme. Le premier, qui inclut un nom propre, qui n'est pas celui du sujet, peut se définir comme exprimant une relation à un soi autre. Le nécronyme, d'où tout nom propre est absent, consiste dans l'énoncé d'une relation de parenté qui est celle d'un autre non nommé avec un soi également non nommé. On peut donc la définir comme une relation autre. Enfin, cette relation est négative, puisque le nécronyme ne la mentionne que pour la proclamer abolie. De cette analyse, le rapport entre autonyme et nécronyme découle clairement. C'est celui d'une symétrie inverse. En même temps, une première conclusion se dégage. L'autonyme, que nous n'hésitons pas à considérer comme un nom propre, et le nécronyme, qui a les caractères d'un simple indicatif de classe, appartiennent en fait au même groupe. On passe de l'un à l'autre
au moyen d'une transformation. Venons-en maintenant au technonyme. Quel est son rapport avec les deux autres types? Et d'abord avec le nécronyme. On serait tenté de dire que le technonyme connote la venue d'un autre soi à la vie. Le nécronyme, le passage d'un autre soi à la mort. Mais les choses ne sont pas si simples, car cette interprétation n'expliquerait pas que le technonyme mentionne le soi d'un autre, un autonyme lui étant incorporé. Tandis que le nécronyme se réduit à une négation de la relation autre, sans faire référence à un soi. Il n'y a donc pas de symétrie formelle entre les deux types. Dans l'étude qui sert de point de départ à notre analyse, Needham fait une intéressante remarque. Quelque chose qui ressemble vaguement au nom de mort apparaît dans l'ancien usage anglais, widow, comme un titre, dans l'usage contemporain en France et en Belgique du mot veuve, et dans d'autres usages analogues dans plusieurs régions de l'Europe. Mais tout cela est, à presque tous les égards, trop différent des noms de mort pour suggérer une interprétation. C'est ce découpage trop vite. C'est se décourager trop vite. Il n'a manqué à Needham, pour apercevoir la portée de sa remarque, que de noms dans les exemples qu'il cite, le lien qu'il atteste entre le droit au nécronyme et le port antérieur d'une appellation entièrement comparable à un technonyme. L'usage français traditionnel est d'incorporer veuve en nom propre, mais on n'incorpore pas le masculin veuf et pas davantage orphelin. Pourquoi cet exclusivisme? Le patronyme appartient aux enfants de plein droit. On peut dire que, dans nos sociétés, c'est un classificateur de lignée. La relation des enfants au patronyme ne change donc pas, du fait de la mort des parents. Cela est encore plus vrai pour l'homme, dont le rapport à son patronyme reste immuable, qu'il soit célibataire, marié ou veuf. Il n'en est pas de même pour la femme. Si, perdant son mari, elle devient veuve un tel, c'est parce que, du vivant de son mari, elle était femme un tel. Autrement dit, elle avait déjà abandonné son autonyme pour un terme exprimant sa relation à un soi autre, ce qui est la définition que nous avons admise du technonyme. Sans doute ce mot serait-il impropre en la circonstance. Pour maintenir le parallélisme, on pourrait forger celui d'andronyme, du grec andro, époux. Mais cela ne semble pas utile, l'identité de structure étant immédiatement perceptible sans recourir à une relation verbale. Dans l'usage français, par conséquent, le droit au nécronyme est fonction du port antérieur d'un terme analogue à un technonyme. C'est parce que mon soi est défini par ma relation à un soi autre que mon identité n'est préservable à la mort de cet autre que par une relation inchangée dans la forme, mais désormais affectée du signe négatif. La veuve Dumont et la femme d'un Dumont n'ont pas aboli, mais qui n'existent plus que dans sa relation à cet autre qui se définit par lui. On objectera que, dans cet exemple, les deux termes sont construits pareillement, en joignant une relation de parenté à un déterminant patronymique, alors que, chez les Pénans, et comme nous l'avons souligné, le nom propre est absent du décronyme. Avant de résoudre cette difficulté, tournons-nous vers la série des Germains, où l'alternance joue entre l'autonyme et le nécronyme. Pourquoi l'autonyme n'est pas un terme analogue au technonyme, disons fratronyme, du type frère de un tel? La réponse est facile, le nom personnel de l'enfant qui vient de naître, mettant ainsi fin au port du nécronyme par ses frères et sœurs. Immobilisé par ailleurs, il sert à former le technonyme des parents qui l'ont en quelque sorte capturé pour l'incorporer du système particulier grâce auquel ils se définissent. Le nom du dernier né est donc disjoint de la série des Germains, et les autres Germains ne pouvant se définir par lui ni par celui de leurs frères ou sœurs disparus, puisqu'on se trouve, si l'on peut dire, en clé de vie et non plus en clé de mort. Retombe au seul parti qu'il leur reste le port de leur propre nom, qui est aussi leur nom propre, mais à défaut, soulignons-le, de relations autres. Rendus les uns indispensables, rendus les unes
indisponibles parce qu'affectés à un emploi différent, les autres non pertinents parce que le signe du système a changé. Ce point éclairci, deux problèmes seulement restent à résoudre. L'usage de technonymes par les parents et l'absence de noms propres dans les nécronymes, problème sur lequel nous avions buté tout à l'heure. Bien qu'en apparence, le premier soulève une question de fond, le second une question de forme, il s'agit en vérité d'un seul problème, justiciable d'une même solution. On ne prononce pas le nom des morts, et cela suffit à expliquer la structure du nécronyme. Quant au technonyme, l'inférence est claire. Si quelqu'un naît un enfant, si, quand naît un enfant, il devient interdit d'appeler les parents par leur nom, c'est qu'ils sont morts et que la procréation n'est pas conçue comme l'adjonction, mais comme la substitution d'un nouvel être aux anciens. C'est de cette façon d'ailleurs qu'on doit comprendre la coutume des tiwis, qui prohibe l'usage des noms propres pendant l'initiation et à l'occasion des couches d'une femme. La naissance d'un enfant est, pour l'indigène, une très mystérieuse affaire, car il croit que la femme enceinte entretient des rapports intimes avec le monde des esprits. Pour cette raison, le nom, partie intégrante d'elle-même, est investi d'un caractère fantomatique, ce qui exprime la tribu en traitant son mari comme si elle n'existait pas, comme si en fait elle était morte et n'était plus sa femme pour le moment. Elle est en contact avec les esprits et il en résultera un enfant pour son mari. Pour les Pénas, une observation de Needham suggère une interprétation du même type. Le technonyme, dit, n'est pas honorifique. Et personne n'est honteux de rester sans descendance. Si vous n'avez pas d'enfant, comme mentent les informateurs, ce n'est pas votre faute. Vous le regretterez, parce qu'il n'y a personne pour vous remplacer, personne pour se rappeler votre nom. Mais n'avez-vous pas de honte? Pourquoi vous en auriez? La même explication vaut pour la couvade, car il serait faux de dire que l'homme y prend la place de l'accouché. Tantôt mari et femme sont astreints aux mêmes précautions parce qu'ils se confondent avec leurs enfants qui, dans les semaines ou mois suivant la naissance, est exposé à de graves dangers. Tantôt, comme souvent en Amérique du Sud, le mari est tenu à des précautions plus grandes encore que sa femme, parce qu'en raison des théories indigènes sur la conception et la gestation, c'est plus particulièrement sa personne qui se confond avec l'enfant. Ni dans l'une, ni dans l'autre hypothèse, le père ne joue le rôle de la mère. Il joue le rôle de l'enfant. Il est rare que les ethnologues se soient mépris sur le premier point, mais il est plus rare encore qu'ils aient compris le second. Trois conclusions se dégagent de notre analyse. En premier lieu, les noms propres, loin de constituer une catégorie à part, forment groupe avec d'autres termes qui diffèrent des noms propres, bien qu'ils leur soient unis par des relations structurales. Or, les pénants eux-mêmes conçoivent ces termes comme des indicatifs de classe. On dit qu'on entre dans un nécronyme, non qu'on le prend ou le reçoit. En deuxième lieu, dans ce système complexe, les noms propres occupent une place subordonnée. Au fond, il n'y a que les enfants qui portent ouvertement leur nom, parce qu'ils sont trop jeunes pour être structurellement qualifiés par le système familial et social, ou parce que le moyen de cette qualification est provisoirement suspendu au bénéfice de leurs parents. Le nom propre souffre ainsi d'une véritable dévalorisation logique. Il est la marque du hors-classe ou de l'obligation temporaire où sont les candidats à la classe de se définir eux-mêmes comme hors-classe. C'est le cas des Germains reprenant l'usage de leur autonyme, ou bien encore par leur relation à un hors-classe, comme font les parents en assumant le technonyme. Mais, dès que la mort creuse une lacune dans la texture sociale, l'individu s'y trouve en quelque sorte aspiré, grâce au port du nécronyme dont la priorité logique sur les autres formes est absolue. Il remplace son nom propre, simple numéro d'attente, par une position dans le système, qui peut donc être considérée au niveau le plus général comme formée de classes discrètes et quantifiées. Le nom propre est le revers du nécronyme.
dont le technonyme offre à son tour une image inversée. En apparence, le cas des Pénans est à l'opposé de celui des Algonquins, des Iroquois, des Yurok. Chez les uns, il faut attendre qu'un parent meure pour s'affranchir du nom qu'on porte. Chez les autres, il faut souvent attendre qu'un parent meure pour accéder au nom qu'il porte. Mais en fait, la dévalorisation logique du nom n'est pas moins grande dans le second cas que dans le premier. Le nom individuel n'est jamais employé en référence ou en adresse quand il s'agit de parents. C'est le terme de parenté qui sert en tout cas. Et même quand on parle à un non-parent, le nom individuel est rarement utilisé car on préfère un terme de parenté choisi en fonction de l'âge relatif de celui qui parle et de celui à qui il s'adresse. C'est seulement quand, dans la conversation, on se réfère à des non-parents qu'il est habituel d'employer le nom personnel qui, même dans ce cas, sera évité si le contexte suffit à montrer de qui on veut parler. Goldenweiser, page 367. Chez les Iroquois, aussi par conséquent, et en dépit de la différence plus haute signalée, l'individu n'est mis hors classe que s'il est impossible de faire autrement. Étoile. Pour éviter l'usage des noms personnels, les Yurok de Californie ont conçu un système d'appellation formé d'un radical correspondant au lieu de résidence, village ou maison, et d'un suffixe qui diffère pour les hommes et pour les femmes décrivant le statut conjugal. Les noms masculins sont formés d'après le lieu de naissance de la femme, les noms féminins d'après le lieu de naissance du mari. Selon le suffixe, le nom indique qu'il s'agit d'un mariage patrilocal et par achat, ou bien matrilocal, ou encore d'une union libre, si le mariage s'est trouvé, disons-nous, du fait de la mort d'un conjoint ou par divorce. D'autres affixes entrant dans les noms de l'enfant et de célibataire se rapportent au lieu de naissance de la mère vivant ou décédée, ou du père décédé. Les seuls noms utilisés sont donc de l'un des types suivants. Marié avec une femme de, marié avec un homme de, a un demi-mari dans sa maison natale de, et à demi marié avec une femme de, veuf appartenant à, divorcé d'une femme, divorcé d'un homme, femme de, qui permet à un homme de vivre avec elle, à un amant ou à des enfants illégitimes. Son père était d'eux, leur mère décédée était d'eux, célibataire d'eux, etc. On a invoqué toutes sortes de croyances pour expliquer la prohibition si fréquente du nom des morts. Ces croyances sont réelles et bien attestées, mais faut-il voir l'origine de la coutume ou l'un des facteurs qui sont contribués à la renforcer, sinon même une de ses conséquences. Si nos interprétations sont exactes, la prohibition du nom des morts apparaît comme une propriété structurale de certains systèmes de dénomination, ou bien les noms propres sont déjà des opérateurs de classe, ou bien ils offrent une solution provisoire en attendant l'heure de la classification. S'ils représentent donc toujours la classe au niveau le plus modeste, à la limite, comme chez le Pénan, ce ne sont plus que des moyens, temporairement hors classe, de former des classes, ou bien encore des traits tirés sur la solvabilité logique du système, c'est-à-dire sur sa capacité escomptée de fournir en temps utile une classe aux créanciers. Seuls les nouveaux venus, c'est-à-dire les enfants qui naissent, posent un problème. Ils sont là. Or, n'importe quel système qui traite l'individuation comme une classification, nous avons vu que c'était toujours le cas, et risque de voir sa structure remise en cause chaque fois qu'il admet un membre nouveau. Ce problème comporte deux types de solutions, entre lesquelles existent d'ailleurs des formes intermédiaires. Si le système envisagé consiste en classes de position, il suffit qu'il jouisse d'une réserve de positions libres, suffisante pour y situer les enfants qui naissent. Les positions disponibles excédant toujours le chiffre de la population, la synchronie est à l'abri des caprices de la diachronie. Au moins théoriquement, c'est la solution iroquois. Les Yurok ont vu moins grand chez eux, les enfants doivent faire antichambre. Mais comme on est tout de même assuré de les classer au bout de quelques années, ils peuvent rester temporairement dans l'indistinction en attendant de recevoir une position dans une classe qui leur est garantie par la structure du système.
Quand le système consiste en classes de relations, tout change. Au lieu qu'un individu disparaît et qu'un autre le remplace dans une position étiquetée au moyen d'un nom propre, il survit à chacun pour que la relation devienne elle-même terme de classe. Il faut que s'effacent les noms propres qui posaient des termes en relation avec autant d'êtres distincts. Les unités derrière du système ne sont plus des classes d'un seul, où défilent l'un après l'autre des occupants vivants, mais des rapports classés entre morts réels ou même virtuels. Les parents qui se définissent comme morts, par contraste à la vie qu'ils ont créée, et vivants réels ou même virtuels, les enfants nouveau-nés qui ont un nom propre pour permettre aux parents de se définir par rapport à eux, jusqu'à ce que la mort réelle d'un ascendant leur permette à leur tour de se définir par rapport à lui. Dans ces systèmes, les classes sont donc formées de différents types de relations dynamiques, unissant des entrées et des sorties, tandis que chez les Iroquois et dans les autres sociétés du même type, ils se fondent sur un inventaire de positions statistiques qui peuvent être vacantes ou occupées. Étoile. Étoile. Il en résulte qu'à la différence des systèmes de position dont la nature discontinue est manifeste, les systèmes de relations se situent plutôt du côté du continu. À un autre usage, Penang le montre clairement, bien que Needham, qui l'a également rapporté, écarte une interprétation qui nous semble très vraisemblable. Entre membres d'une même famille restreinte, les appellations réciproques, grands-parents et petits-enfants remplacent les termes habituels les plus rapprochés. Quand un membre de la paire considère est frappé par un deuil, n'est-ce pas que la personne endeuillée est censée se trouver quelque peu décalée en direction de la mort, donc plus éloignée qu'elle ne l'était de ses parents les plus proches. Du fait de la mort, les mailles du réseau de parenté deviendraient plus lâches. Needham répugne à l'admettre, parce qu'il aperçoit plusieurs problèmes là où il n'y en a qu'un. La personne endeuillée n'appelle pas petit enfant un fils, une fille, un neveu ou une nièce, ou leur conjoint, parce que le même deuil les atteint directement ou indirectement, mais par voie de réciprocité tout simplement. Tous les exemples cités par Needham le confirment, sauf celui du jeune enfant victime d'un petit malheur, chute, coup reçu, vol de nourriture par un chien, et qu'on appelle en la circonstance par le nécronyme habituellement réservé à ceux qui ont perdu un grand-parent. Mais notre interprétation couvre aussi ce cas, puisque l'enfant est métaphoriquement endeuillé par le dommage subi, et qu'en raison de son très jeune âge, une modeste atteinte à son intégrité actuelle, chute ou virtuelle, perte de nourriture, suffit à le repousser tant soit peu du côté de la mort. La prohibition du nom des morts ne pose donc pas à l'ethnologie un problème séparé. Le mort perd son nom pour la même raison que chez les pénants, le vivant perd le sien en pénétrant dans le système et assume un nécronyme, c'est-à-dire devient terme d'une relation, dans l'autre terme, puisqu'il est mort, n'existe plus que dans la relation qui définit un vivant par rapport à lui, pour la même raison enfin que le père et la mère perdent aussi leur nom en assumant un technonyme, résolvant ainsi jusqu'à la mort d'un de leurs enfants la difficulté qui résulte pour le système de la procréation d'un membre surnuméraire. Celui-ci devra atteindre à la porte en qualité de personne dénommée jusqu'à ce qu'une sortie lui permette de faire son entrée et que deux êtres dont l'un était précédemment hors système et dont l'autre le devient se confondent dans une classe de relations dont le système est formé. Certaines sociétés soignent jalousement les noms et les rendent pratiquement inusables. D'autres les gaspillent et les détruisent au terme de chaque existence individuelle. Elles s'en débarrassent alors en les prohibant et fabriquent d'autres noms à la place. Mais ces attitudes, en apparence contradictoires, ne font qu'exprimer deux aspects d'une propriété constante des systèmes classificatoires. Ils sont finis et indéformables. Par ses règles et ses coutumes, chaque société ne fait qu'appliquer une grille rigide et discontinue sur le flux continu des générations, auquel elle impose ainsi une structure. Pour que prévalent l'une ou l'autre attitude, il suffit d'un coup de pouce logique,
soit que le système des noms propres forme la plus fine étamine du filtre, dont il est par conséquent solidaire, soit qu'on le laisse au dehors, mais avec tout de même pour fonction d'individuer le continu et d'aménager ainsi de manière formelle une discontinuité où l'on voit alors une condition préalable au classement. Dans les deux cas, aussi, les morts dont s'éloignent constamment la grille perdent leur nom, soit que les vivants les leur prennent comme symbole de position qui doivent être toujours occupés, soit que les noms des morts s'abolissent sous l'effet de mêmes mouvements qui, à l'autre bout de la grille, oblitèrent les non-vivants. Entre les deux formes, le système nominal, les tiwi, auxquels nous avons fait plusieurs fois allusion, occupent une place intermédiaire. D'abord, les noms propres sont méticuleusement réservés à chaque porteur. Il est impossible que deux personnes portent le même nom, bien que les tiwi soient actuellement au nombre de 1100 presque, et que chaque individu ait en moyenne 3 noms. Une étude minutieuse de ces 3300 noms ne relève pas deux qui soient identiques. Dans le mythe Fox, l'origine de la mort, il est dit à celui qu'un deuil a frappé. Maintenant voici ce que tu dois faire. Toujours il faudra que vous, toi et le défunt, preniez congé l'un de l'autre, par le moyen d'une fête d'adoption. Alors l'âme du défunt s'en ira au loin, sûrement et rapidement. Tu devras adopter quelques-uns, et tu devras nourrir envers lui exactement les mêmes sentiments qu'envers ton parent mort, et tu seras vis-à-vis de l'adopter exactement dans le même rapport de parenté. C'est le seul lien pour que l'âme de ton parent s'éloigne sûrement et rapidement. Or, cette prolifération des noms est encore accrue par le nombre de la diversité des prohibitions qui s'y rapportent. Ces prohibitions s'appliquent dans deux directions, comme nous l'avons indiqué en citant un exemple. Elles frappent d'abord tous les mots d'usage courant qui rassemblent phonétiquement au nom du défunt, et aussi, en plus de ces dernières, tous les noms que le défunt avait lui-même donnés à d'autres personnes, que ce soit ses propres enfants ou ceux d'autrui. Un jeune enfant qui n'aurait qu'un seul nom, reçu de son père, deviendrait son nom si celui-ci mourait, et il resterait dans cet état jusqu'à ce qu'un autre nom lui vienne d'ailleurs. En effet, chaque fois qu'une femme se remarie, son époux donne des noms nouveaux, non seulement aux parents de son prédécesseur, mais à tous ceux que sa femme a engendrés au cours de sa vie, quel qu'en ait été le père. Comme les tiwi pratiquent la polygamie au principal bénéfice des vieillards, un homme ne peut guère espérer se marier avant l'âge de 35 ans, et les femmes passent de mari en mari à cause de la différence d'âge entre les conjoints qui rend très probable que le mari meure avant leur femme. Personne ne peut donc se targuer d'un nom définitif avant la mort de sa mère. Un système si étrange resterait incompréhensible si une hypothèse n'en suggérait l'explication. Relations en position y sont mises sur le même pied. Relations et position y sont mises sur le même pied. Aussi, toute abolition de la relation entraîne celle des noms propres qui en étaient fonciaux, que ce soit socialement, non conférés par le défunt, ou linguistiquement, mots qui rassemblent au nom du défunt, et toute création de relations nouvelles déclenche un processus de renomination au sein du domaine de la relation. Certains ethnographes ont abordé le problème des noms propres sous l'angle des termes de parenté. Du point de vue logique, on peut situer les termes de parenté entre les noms propres et les pronoms. Leur place est intermédiaire et ils méritent d'être appelés des pronoms individualisés ou des noms personnels généralisés. Mais si cette transition est également possible, c'est que dans la perspective de l'ethnologie, les noms propres apparaissent toujours comme des termes généralisés ou à vocation généralisante. À cet égard, ils ne diffèrent pas foncièrement des noms d'espèces, comme l'atteste la tendance du langage populaire à attribuer, selon leurs espèces respectives, des noms humains aux oiseaux. La pie, en français, le moineau, et Pierrot, le perroquet, Jaco, la pie, Margot, le pinson, Guillaume, le troglodyte, Bertrand ou Robert, le raaldo, Gérardine, la chevêche, Claude, le grand-duc, Hubert, le corbeau-cola, le cygne, Godard. Ce nom dernier se rapporte aussi à une condition socialement significative, car au XVIIe siècle, on le donnait aux maris dont les femmes étaient en couche. Étoile. Il est très significatif
que même une série aussi restreinte et aussi simple comprenne des termes qui relèvent de niveaux logiques différents. Pierrot peut être un indicatif de classe, puisqu'il est permis de dire « il y a 3 Pierrot sur le balcon ». Mais Godard est un terme d'adresse, comme l'écrit excellemment le rédacteur de l'article sous ce mot dans le dictionnaire Trévoux. Godard est le nom qu'on donne aux signes. On leur dit, quand on les appelle, qu'on veut les faire venir à soi. Godard, Godard, viens Godard, viens, viens Godard. Jaco et peut-être Margot semblent avoir un rôle intermédiaire. Au point de vue nom propre humain donné aux oiseaux, cf. Voilà. Au point de vue de l'éternité, les espèces particulières de plantes et d'animaux et les corps simples sont des unicats de même nature que par exemple Sirius ou Napoléon. N'est-ce pas, le nom des espèces possède de leur côté certains caractères, des noms propres, à la suite de Brondal, Gardiner l'admet pour l'élocution de la zoologie et de la botanique scientifique. Le nom Brassica rapa évoque aisément l'image du botaniste, classant des spécimens qui se ressemblent beaucoup aux yeux du profane, et à l'un desquels il donne le nom de Brassica rapa, exactement comme les parents nomment leur bébé. Rien de tel ne nous vit à l'esprit à propos du mot rave. Et pourtant, Brassica rapa n'est pas autre chose que le nom scientifique du chou rave commun. On peut trouver une raison supplémentaire de considérer Brassica rapa comme un nom propre, et au moins d'en faire davantage un nom propre que rave, dans le fait qu'on ne dise pas ceci est une Brassica rapa ou ceci sont des Brassica rapa, bien qu'on puisse dire ceci sont de beaux spécimens de Brassica rapa. En parlant ainsi, nous nous référons au nom de n'importe quel exemplaire individuel du type, alors que quand nous parlons d'un certain végétal comme d'une rave, nous nous référons à sa ressemblance avec d'autres êtres végétaux de même espèce. La différence d'attitude linguistique se réduit à une simple nuance, mais elle est réelle. Dans un des cas, le son du mot que nous décrivons habituellement comme le mot même ressort davantage que dans d'autres cas. Cette interprétation illustre la thèse centrale de l'auteur, pour qui les noms propres sont des marques d'identification reconnaissables, non par l'intellect, mais par la sensibilité. Or, nous avons nous-mêmes fondé l'assimilation des termes botaniques et zoologiques à des noms propres, en montrant que dans un très grand nombre de sociétés, les noms propres sont formés de la même façon que les sciences naturelles forment les noms d'espèces. Il en résulte une conclusion diamétralement opposée à celle de Gardiner. Les noms propres nous sont apparus voisins des noms d'espèces, surtout dans les cas où ils jouent clairement le rôle d'indicatif de classe, donc quand ils appartiennent à un système signifiant. Au contraire, Gardiner prétend expliquer la même analogie par le caractère non signifiant des termes scientifiques qu'il réduit, comme les noms propres, à de simples sonorités distinctives. S'il avait raison, on aboutirait à un étrange paradoxe pour le profane. Ignorant le latin et la botanique, Brassica rapa se réduit bien à une sonorité distinctive, mais il ne sait pas de quoi. En l'absence de toute information extérieure, il pourrait donc pas percevoir cette locution comme nom propre, mais seulement comme mot ou sens inconnu, sinon même flatus vocis. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans certaines tribus australiennes où les espèces totémiques reçoivent des noms tirés du langage sacré qui n'éveille dans l'esprit des non-initiés aucune association d'ordre animal ou végétal. Si donc Brassica rapa offre le caractère de nom propre, ce peut être seulement pour le botaniste qui est aussi seul à dire « voici de beaux spécimens de Brassica rapa ». Or, pour le botaniste, il s'agit tout autre chose que d'une sonorité distinctive, puisqu'il connaît à la fois le sens des mots latins et les règles de la taxinomie. L'interprétation de Gardiner se trouverait ainsi limitée au cas du demi-profane, qui reconnaîtrait en Brassica rapa un nom d'espèce botanique, sans savoir de quelle plante il s'agit. C'est là rejoindre, en dépit des dégénérations de l'auteur, l'idée bizarre de Vandriès, pour qui
un nom d'oiseau devient un nom propre quand on est incapable de discerner l'espèce à laquelle l'oiseau appartient. Mais tout ce que nous avons dit jusqu'à présent suggère que la connexion entre nom propre et nom d'espèce n'est pas contingente. Elle tient au fait qu'une locution du type brassica rapa est doublement hors discours. Parce qu'elle relève du langage scientifique, parce qu'elle est formée de mots latins, elle entre donc avec difficulté dans la chaîne syntagmatique. Nature paradigmatique ressort ainsi au premier plan. De même, c'est en raison du rôle paradigmatique tenu par les noms propres dans un système de signes extérieurs au système de la langue que leur insertion dans la chaîne syntagmatique brise perceptiblement la continuité de celle-ci. En français, par l'absence d'articles qui les précèdent et par l'emploi d'une majuscule pour les transcrire, les Indiens Navajo semblent s'être fait une notion assez claire des problèmes que nous venons de discuter. Un de leurs mythes écarte par avance l'interprétation de Gardinet. Un jour, Souris rencontra Ours et lui demanda si son nom n'était pas Cac. Ours se mit en colère et voulut frapper Souris, qui se cachait derrière son dos et en profita pour enflammer sa toison. Incapable d'éteindre le feu, Ours promit à Souris de lui livrer 4 incantations magiques si il venait à son secours. Depuis lors, il suffit de se munir de quelques poils de souris pour n'avoir rien à craindre de l'ours. Le mythe souligne plaisamment la différence entre nom d'espèce et sonorité distinctive. Pour les Navajo, une des raisons de cette différence tient à ce que le nom spécifique est, pour partie au moins, un nom propre. Dans le récit qu'on vient de lire, Souris offense Ours parce qu'elle l'interpelle incorrectement en employant un mot burlesque. Or, les termes botaniques des Navajo, on a moins bien étudié leur vocabulaire zoologique, consistent généralement en un trinôme dont le premier élément est le nom véritable, le second décrit l'utilisation et le troisième l'aspect. La plupart des gens, semble-t-il, ne connaissent que le terme descriptif. Quant au vrai nom, c'est un terme d'adresse qu'il utilise les prêtres pour parler à la plante, un nom propre par conséquent, et qu'il est essentiel de bien connaître et de prononcer correctement. Nous n'utilisons pas la nomenclature scientifique pour nouer un dialogue avec les plantes et les animaux. Pourtant, nous donnons volontiers aux animaux et nous empruntons aux plantes certains des noms qui servent de termes d'adresse entre humains. Nos filles se prénomment parfois Rose ou Violette, et réciproquement, plusieurs espèces animales sont admises à partager avec des hommes ou des femmes les prénoms de ceux qui portent habituellement. Mais pourquoi, comme nous l'avons déjà noté, ce libéralisme profite-t-il surtout aux oiseaux ? Par la structure anatomique, la physiologie et le genre de vie, il se situe plus loin des hommes que les chiens auxquels on ne donne pas de prénom humain sans provoquer un sentiment de malaise, sinon même un léger scandale. Il nous semble que l'explication est déjà contenue dans cette remarque. Si, plus aisément que d'autres classes zoologiques, les oiseaux reçoivent des noms humains selon l'espèce à laquelle ils appartiennent, c'est qu'ils peuvent se permettre de ressembler aux hommes, pour autant que, précisément, ils en diffèrent. Les oiseaux sont couverts de plumes ailées. Ovipares, et physiquement aussi, ils sont disjoints de la société humaine par l'élément où ils ont le privilège de se mouvoir. Ils forment de ce fait une communauté indépendante de la nôtre, mais qui, en raison de cette indépendance même, nous apparaît comme une société autre et homologue de celle où nous vivons. L'oiseau est épris de liberté, il se construit une demeure où il vit en famille, il nourrit ses petits, il entretient souvent des rapports sociaux avec les autres membres de son espèce, et il communique avec eux par des moyens acoustiques qui évoquent le langage articulé. Par conséquent, toutes les conditions sont objectivement réunies pour que nous concevions le monde des oiseaux comme une société humaine métaphorique. Ne lui est-elle pas d'ailleurs littéralement parallèle à un autre niveau ? La mythologie et le folklore attestent par d'innombrables exemples la fréquence de ce mode de représentation, telle la comparaison déjà citée faite par les Indiens Chickasaw entre la société des oiseaux et une communauté humaine. Étoile.
Notre interprétation est confirmée à contrario par le cas de ces animaux qui reçoivent également des prénoms humains, bien qu'ils ne soient pas des oiseaux. Jean Lapin, Robin Mouton, Bernard ou Martin, Pierre, le renard, Martin l'ours, etc. En effet, ces animaux ne constituent pas une série naturelle, les uns sont domestiques, les autres sauvages, les uns herbivores, les autres carnivores, les uns aimés ou dédaignés, les autres redoutés. Il s'agit donc d'un système artificiel formé sur la base d'oppositions caractéristiques entre les tempéraments et les genres de vie et tendant à reconstituer métaphoriquement au sein du règne animal un modèle en miniature de la société humaine, procédé dont le roman de Renard offre une illustration caractéristique. Or, cette relation métaphorique, imaginée entre la société des oiseaux et la société des hommes, s'accompagne d'un précédé de dénomination qui, lui, est d'ordre métonymique. Nous ne nous croyons pas liés dans ce travail par la possibilité des grammairiens et la synecdoque, espèce de métonymie, dit Littré, ne sera pas traité par nous comme un trope distinct. Quand on baptise des espèces d'oiseaux, Pierrot, Margot ou Jaco, on prélève ces prénoms sur un lot qui est l'apanage des êtres humains, et le rapport des prénoms d'oiseaux aux prénoms humains est celui de la partie au tout. La situation est symétrique et inverse pour les chiens. Non seulement ceux-ci ne forment pas une société indépendante, mais comme animaux domestiques, ils font partie de la société humaine, tout en y occupant une place si humble que nous ne songerions pas, suivant l'exemple de certains Australiens amérindiens, de les appeler comme des humains, qu'il s'agisse de noms propres ou de termes de parenté. Bien au contraire, nous leur affectons une série spéciale, Azor, Médor, Sultan, Fido, Diane, ce dernier, prénom humain sans doute, mais d'abord perçu comme mythologique, qui sont presque tous les noms de théâtre, formant une série parallèle à ceux qu'on porte dans la vie courante, autrement dit, les noms métaphoriques. Par conséquent, lorsque le rapport entre espèces humaines et l'animal est socialement conçu comme métaphorique, le rapport entre les systèmes de dénomination respectifs prend le caractère métonymique. Et quand le rapport entre espèces est conçu comme métonymique, les systèmes de dénomination assument un caractère métaphorique. Voici maintenant un autre cas, celui du bétail, dont la position sociale est métonymique. Il fait partie de notre système techno-économique, mais différente de celle des chiens, en ce que le bétail est souvent ouvertement traité comme objet, le chien comme sujet, ce que suggère d'une part le nom collectif par lequel nous désignons le premier, d'autre part le tabou alimentaire qui frappe la consommation du chien dans notre culture. La situation est différente chez les pasteurs africains, qui traitent le bétail comme nous traitons les chiens. Or, les noms que nous donnons au bétail relèvent d'une autre série que ceux des oiseaux ou des chiens ne sont généralement des termes descriptifs qui évoquent la couleur du pelage, le port, le tempérament. Rustaud, Rousset, Blanchette, ces noms ont souvent un caractère métaphorique, mais ils diffèrent des noms donnés aux chiens en ce qu'ils sont des épithètes provenant de la chaîne syntagmatique, tandis que les seconds proviennent d'une série paradigmatique. Les uns relèvent donc davantage de la parole, les autres plutôt de la langue. Considérons enfin les noms donnés aux chevaux. Non pas les chevaux ordinaires qui, selon la classe et la profession du propriétaire, peuvent se situer à distance plus ou moins rapprochée du bétail ou des chiens, et dont la place est rendue plus incertaine encore par la transformation technologique rapide qui ont marqué notre époque, mais les chevaux de course dont la position sociologique est nettement tranchée par rapport au cas déjà examiné. D'abord, comment qualifier cette position? On ne peut dire que les chevaux de course forment une société indépendante à la façon des oiseaux, puisqu'ils sont un produit de l'industrie humaine, et qu'ils naissent et vivent juxtaposés dans les haras conçus à leurs intentions, comme des individus isolés. Ils ne font pas davantage partie de la société humaine, que ce soit au titre de sujet ou d'objet. Ils sont plutôt la condition désocialisée de l'existence d'une société particulière, celle qui vit des hippodromes ou qui les fréquente. À cette différence en correspond une autre dans le système de dénomination, bien que la comparaison appelle ici de réserve.
Les noms donnés aux chevaux de course sont choisis en application de règles particulières, différentes pour les pur-sangs et les demi-sangs, et ils témoignent d'un éclectisme qui relève davantage de la littérature savante que de la tradition orale. Cela dit, il n'est pas douteux que les noms de chevaux de course contrastent de façon significative avec ceux des oiseaux, des chiens ou du bétail. Ils sont rigoureusement individualisés, puisqu'il est exclu, comme chez les tiwis, que deux individus portent le même nom, bien qu'ils partagent avec les noms donnés au bétail une formation par prélèvement sur la chaîne syntagmatique. Océan, azimut, opéra, belle de nuit, télégraphe, luciole, orvietan, week-end, lapis-lazuli. Ils s'en distinguent par l'absence de connotation descriptive. Leur création est absolument libre, pour autant qu'elle respecte l'exigence d'une individuation sans ambiguïté et les règles particulières auxquelles nous avons fait allusion. Par conséquent, tandis que le bétail reçoit des noms descriptifs formés à partir des mots du discours, les chevaux de course reçoivent comme nom des mots du discours qui ne les décrivent pas et qui les décrivent rarement. Si les prénoms du premier type rassemblent à des surnoms, les autres méritent d'être appelés des sous-noms, car c'est dans le second domaine que règne l'arbitraire le plus poussé. Pour résumer, oiseaux et chiens sont pertinents sous le rapport de la société humaine, soit qu'ils évoquent par leur propre vie sociale, que les hommes conçoivent comme une imitation de la leur, soit que, sans vie sociale propre, ils fassent partie de la nôtre. Si les noms du premier type ressemblent à des surnoms, les autres méritent d'être appelés des sous-noms, car c'est dans ce second domaine que règne l'arbitraire le plus poussé. Pour résumer, oiseaux et chiens sont pertinents sous le rapport de la société humaine, soit qu'ils l'évoquent par leur propre vie, que les hommes conçoivent comme une imitation de la leur, soit que, sans vie sociale propre, ils fassent partie de la nôtre. Comme les chiens, le bétail fait partie de la société humaine, mais il en fait partie, si l'on peut dire, asocialement, puisque se situe à la limite de l'objet. Enfin, les chevaux de course forment, comme les oiseaux, une série disjointe de la communauté humaine, mais à la façon du bétail dépourvu de sociabilité intrinsèque. Si donc les oiseaux sont des humains métaphoriques et les chiens des humains métonymiques, le bétail est lui un inhumain métonymique, et les chevaux de course sont des inhumains métaphoriques. Le bétail n'est contigu qu'à défaut de ressemblance. Les chevaux de course ressemblent qu'à défaut de contiguïté. Chacun de ces deux catégories offre l'image, en creux, d'une des deux autres catégories, qui sont elles-mêmes dans un rapport de symétrie inversée. Sur le plan des appellations, on retrouve l'équivoque linguistique de ce système de différence psychosociologique. Les noms d'oiseaux et de chiens relèvent du système de la langue, mais tout en offrant de même caractère paradigmatique. Ils diffèrent puisque les premiers sont les pronoms réels, les seconds sont des pronoms de convention. Les noms d'oiseaux sont extraits du lot des prénoms humains ordinaires dont ils constituent une partie, tandis que les noms de chiens reproduisent virtuellement dans sa totalité un lot de noms qui ressemblent du point de vue formel aux prénoms humains, bien qu'ils soient rarement portés par des humains ordinaires. Les noms du bétail et des chevaux relèvent davantage de la parole, puisque les uns et les autres sont tirés de la chaîne syntagmatique. Mais les noms du bétail en demeurent les plus rapprochés, car comme terme descriptif, ce sont à peine des noms propres. On appelle douce la vache dont on dit habituellement qu'elle est douce. Les noms donnés au bétail surnagent donc comme des témoins d'un discours écoulé, et ils peuvent à tout moment reprendre dans le discours leur fonction d'épithète. Mais quand on parle au bétail, son caractère d'objet ne lui permet jamais d'être que ce dont on parle. Les noms des chevaux de course sont en discours, d'une autre façon, non pas encore dans le discours, mais fait avec du discours. Il faut pour prouver des noms aux chevaux désintégrer la chaîne syntagmatique et transformer ces unités discrètes en noms propres qui ne pourront pas figurer à un autre titre dans les discours à moins que le contexte ne relève d'ambiguïté. La différence provient de ce que le bétail est rangé dans la partie inhumaine de la société humaine, tandis que les chevaux de course, qui relèvent objectivement de la même catégorie, offrent d'abord l'image d'une anti-société
une société restreinte qui n'existe que par eux. De tous les systèmes de dénomination, celui qu'on leur applique est le plus franchement inhumain, comme est aussi la plus barbare la technique de démolition linguistique mise en œuvre pour l'édifier. En fin de compte, on aboutit à un système de 3 dimensions. Sur le plan horizontal, la ligne supérieure correspond à la relation métaphorique positive ou négative entre des sociétés humaines et animales, ou entre la société des hommes et l'antisociété des chevaux. La ligne inférieure à la relation métonymique entre la société des hommes d'une part et les chiens et le bétail de l'autre, qui sont membres de la première à titre soit de sujet ou d'objet. Sur le plan vertical, la colonne de gauche associe les oiseaux et les chiens, qui ont la vie sociale à un rapport soit métaphorique soit métonymique. La colonne de droite associe les chevaux et le bétail, qui sont sans rapport avec la vie sociale bien que le bétail en fasse partie, et que les chevaux de course offrent en elle une ressemblance négative. Enfin, il faut ajouter 2 axes obliques, puisque les noms donnés aux oiseaux et au bétail sont formés par prélèvement métonymique, soit sur un ensemble paradigmatique, soit sur une chaîne syntagmatique, tandis que les noms donnés aux chiens et aux chevaux sont formés par reproduction métaphorique, soit d'un ensemble paradigmatique, soit d'une chaîne syntagmatique. Nous avons donc affaire à un système cohérent. L'intérêt qu'offrent à nos yeux ces usages ne tient pas seulement aux rapports systématiques qui les unissent. Étoile. Ce livre est déjà achevé quand M. Huys a obligeamment appelé notre attention sur le travail de Larac, bien que nous ne l'ayons pas utilisé parce qu'il se situe dans une perspective assez différente de la nôtre. Il nous semblerait injuste de ne pas rendre hommage en le mentionnant à cette première tentative d'interprétation des noms de personnes d'un point de vue ethnographique. Bien qu'empruntés à notre civilisation, ils occupent une place modeste. Ils nous mettent de plein pied avec des usages différents, auxquels les sociétés qui les observent attachent une extrême importance. L'attention que nous avons prêtée à certains aspects de nos mœurs, et d'aucunes jugeront futile, se justifie donc à un double titre. D'abord, nous espérons former par ce moyen une idée plus générale et plus claire de la nature des noms propres. Enfin et surtout, nous sommes conduits à nous interroger sur les motifs secrets de la curiosité ethnographique. La fascination qui exerce sur nous des coutumes en apparence très éloignées des nôtres, le sentiment contradictoire de présence et d'étrangeté dont elles nous affectent, ne tiennent-ils pas à ce que ces coutumes sont beaucoup plus proches qu'il semble de nos propres usages, dont elles nous présentent une image énigmatique et qui demande à être décryptée? C'est en tout cas ce que confirme une comparaison des faits qui viennent d'être analysés avec certains aspects du système nominal des tiwi que nous avions provisoirement laissé de côté. On se souvient que les tiwi font une consommation effrénée de noms propres, d'abord parce que chaque individu a plusieurs noms, ensuite parce que tous ces noms doivent être distincts, en troisième lieu parce que chaque remariage, et nous avons vu qu'ils sont fréquents, implique que tous les enfants déjà engendrés par une femme reçoivent des noms nouveaux. Enfin, parce que la mort d'un individu frappe de prohibition non seulement les noms qu'il porte, mais aussi tous ceux qui, au cours de son existence, il a pu être amené à conférer. Étoile. Voir page 265. Dans de telles conditions, comment les tiwi réussissent-ils à fabriquer sans arrêt des noms neufs? Il faut distinguer plusieurs cas. Un nom propre peut être remis en circulation par le fils du défunt, s'il décide de l'assumer, après la période durant laquelle son emploi était prohibé. Beaucoup de noms sont ainsi placés en réserve, constituant une sorte d'épargne omnastique dans laquelle il est loisible de puiser. Néanmoins, si l'on suppose constant les tableaux de natalité et de mortalité, on peut prévoir qu'en raison de la durée prolongée du tabou, la cagnotte diminuera régulièrement, à moins qu'un brusque déséquilibre démographique n'exerce une action compensatrice. Le système doit donc disposer d'autres procédés. Il en existe en effet plusieurs, dont le principal résultat est l'extension au nom commun de la prohibition frappant les noms propres, quand on a observé entre eux une ressemblance phonétique. Pourtant, les noms communs démonétisés par l'usage courant ne sont pas totalement détruits, ils passent dans la langue sacrée, réservée aux rituels, où ils perdent progressivement leur signification, la langue sacrée étant par définition inintelligible aux non-initiés, pour les initiés eux-mêmes, partiellement affranchis de fonctions signifiantes.
Or, les mots sacrés dont le sens est perdu peuvent servir à forger des noms propres par adjonction d'un suffixe. C'est ainsi que le mot du langage sacré dont le sens est obscur devient le nom propre. Le procédé est systématiquement employé, et l'on a pu décrire que le langage sacré est surtout fait de mots qui sont devenus tabous, en raison de la contamination du langage ordinaire par la prohibition frappant les noms des morts. Le langage sacré est lui-même exempt de cette contamination. Ces faits sont importants à deux points de vue. D'abord, il est clair que ce système expliqué est parfaitement cohérent. Les noms propres contaminent les noms communs. Ceux-ci, expulsés du langage ordinaire, passent dans la langue sacrée, laquelle permet de former des noms propres en retour. Ce mouvement cyclique est entretenu, si l'on peut dire, par une double pulsation. Les noms propres primitivement dépourvus de sens gagnent du sens en adhérant au nom commun. Et ceux-ci relâchent leur sens en passant dans la langue sacrée, ce qui leur permet de redevenir des noms propres. Le système fonctionne donc par pompage alternatif de charges sémantiques. Des noms communs aux noms propres et de la langue profane à la langue sacrée. En fin de compte, l'énergie consommée provient de la langue ordinaire qui fabrique des mots nouveaux pour les besoins de la communication au fur et à mesure que d'anciens mots lui sont enlevés. L'exemple démontre admirablement le caractère secondaire des interprétations avancées pour expliquer la prohibition du nom des morts, que ce soit par des ethnologues ou par des indigènes, car ce n'est pas la crainte des fantômes qui peut avoir donné naissance à un système aussi bien ajusté, elle est plutôt venue s'y greffer. Cela paraîtra encore plus certain si l'on fait remarquer que le système Tiwi présente des analogies frappantes sur le plan humain avec celui que nous avons mis en évidence dans notre propre société en analysant les diverses façons de nommer les animaux et dans lesquelles est-il besoin de dire la crainte des morts n'intervient d'aucune façon. Chez les Tiwi aussi, le système repose sur une sorte d'arbitrage exercé au moyen des noms propres entre une chaîne syntagmatique, celle de la langue ordinaire, et un ensemble paradigmatique, la langue sacrée, dont c'est le caractère essentiel, puisque les mots y deviennent, en perdant leur signification progressivement inaptes à former une chaîne syntagmatique. De plus, les noms propres sont liés métaphoriquement aux noms communs, car l'effet d'une ressemblance phonétique positive, tandis que les mots sacrés sont liés métonymiquement aux noms propres à titre de moyen ou de fin, par l'effet d'une ressemblance négative fondée sur l'absence ou la pauvreté de contenu sémantique. Même si on le définit au niveau le plus général comme consistant en un échange de mots entre langue profane et langue sacrée par l'intermédiaire des noms propres, le système Tiwi éclaire des phénomènes que des aspects mineurs de notre culture nous avaient seuls permis d'aborder. Nous comprendrons mieux que des termes d'une langue doublement sacrée, parce que latinés scientifiques tels brassica, rapa, puissent avoir le caractère de nom propre, non pas comme le voulait Gardinet, ou comme Hart semblait prêt à l'admettre, parce qu'ils sont privés de signification, mais parce que, en dépit des apparences, ils font partie d'un système global où la signification n'est jamais entièrement perdue, sinon la langue sacrée des Tiwi ne serait pas une langue, mais un conglomérat de gestes oraux. Or, on ne saurait mettre en doute qu'une langue sacrée, même obscure, ne serve une vocation signifiante. Nous reviendrons sur cet aspect du problème. Pour le moment, il nous faut relever un autre type de langue sacrée que nous utilisons à la façon des Tiwi pour introduire des noms propres dans le langage ordinaire, quitte à transformer en noms propres les noms communs relevant du domaine approprié. Ainsi que nous l'avons déjà noté, nous empruntons leurs noms aux fleurs, dont nous faisons des noms propres pour nos filles. Mais nous ne nous arrêtons pas là, puisque l'imagination des horticulteurs dote les fleurs nouvellement créées de noms propres, qui sont empruntés aux êtres humains. Or, ce chassé-croisé offre des particularités remarquables. Les noms que nous empruntons aux fleurs et que nous donnons, principalement aux personnes de sexe féminin, sont des noms communs appartenant aux langages ordinaires. À la rigueur, une femme peut se prénommer Rosa, mais certainement pas Rosa Centifolia. Mais ceux que nous leur donnerons proviennent d'une langue sacrée, puisque le patronyme ou le prénom s'accompagne d'un titre qui lui confère une mystérieuse dignité.
On ne nomme pas habituellement une fleur nouvelle Élisabeth, Doumer ou Brigitte, mais Queen Elizabeth, président Paul Doumer, Madame Brigitte Bardot. De plus, étoile. Cette tendance est déjà apparente dans la tradition populaire qui, lorsqu'elle attribue à certaines fleurs des prénoms humains, insère généralement ceci dans une locution. Beau Nicolas pour la coque lourde, Marie Cancale pour la rose des blés, ou Niel, Joseph Foireux pour la fleur de coucou, Roland Flore. De même en anglais, les noms de fleurs, Jack in the pulpit, Jack behind the garden gate, etc. De plus, on ne tient pas compte du sexe porteur, en l'occurrence, le genre grammatical du nom de la fleur. Pour le nommer une rose, un galliole, peuvent recevoir indifféremment un nom de femme ou un nom d'homme, ce qui évoque une des règles d'attribution du nom ombilical chez les Wicmonka. Or, ces usages relèvent manifestement du même groupe que tous ceux que nous avons envisagés, qu'ils proviennent aussi de notre culture ou de celle d'insulaires australiens. On y note en effet la même équivalence entre relations métonymiques et relations métaphoriques qui, depuis le début, nous a paru jouer entre eux le rôle de dénominateur commun. Les noms que nous empruntons aux fleurs pour en faire des noms propres ont valeur de métaphore, belles comme la rose, modestes comme la violette, mais les noms tirés de langues sacrées que nous leur rendons en échange ont valeur de métonyme, et cela de deux façons. Brassicarapa retire au chou rave sa suffisance pour en faire une espèce d'un genre, la partie d'un tout. Le nom impératrice Eugénie donne à une variété nouvelle de fleurs, opère une transformation symétrique et inverse, puisqu'elle se fait sentir au niveau du signifiant au lieu que ce soit à celui du signifié. Cette fois, la fleur est qualifiée au moyen de la partie d'un tout, et non pas n'importe quelle Eugénie, mais une Eugénie particulière, non pas Eugénie de Montijo avant son mariage, mais après, non pas un individu biologique, mais une personne dans un rôle social déterminé. Étoile. On notera l'inversion du cycle par rapport au système Tiwi. Chez nous, le cycle va du langage ordinaire au nom propre, du nom propre à la langue sacrée, pour revenir finalement au langage ordinaire. Ce langage fournit le nom commun rose, qui devient d'abord rose, prénom féminin, puis retourne au langage ordinaire par l'intermédiaire de la langue sacrée sous la forme princesse Margaret Rose, nommant une variété de roses dont, si la fleur a du succès, sera vite le nom commun. Un type de nom sacré est donc métonymisant, l'autre métonymisé, et cette opposition vaut pour tous les cas déjà examinés. On se souviendra que si les humains prennent des noms aux fleurs, ils donnent certainement leurs noms aux oiseaux. Ces noms sont aussi métonymisants, puisqu'ils constituent le plus souvent en diminutif tiré de la langue populaire, et qu'ils traitent la communauté des oiseaux, à l'inverse de celle des fleurs, comme équivalente dans sa totalité à un sous-groupe humble et bon enfant de la société humaine. De la même façon, on dira volontiers que les noms métaphoriques donnés aux chiens et au bétail situent le rôle du trope au niveau du signifiant et à celui du signifié, respectivement, aussi systématiques qu'apparaissent donc l'ensemble des précédés de dénominations que nous avons passés en revue. Ils posent un problème. Ces procédés équivalents, liés les uns aux autres par des rapports de transformation, opèrent à des niveaux de généralité différentes. Les prénoms humains donnés aux oiseaux s'appliquent à n'importe quel membre individuel d'une espèce déterminée. Toute pie s'appelle Margot, mais les noms donnés aux fleurs, Queen Elizabeth, impératrice Eugénie, recouvrent seulement la variété ou la sous-variété. Plus restreint encore est le champ d'application des noms donnés aux chiens et au bétail dans l'individuation. Dans l'intention du propriétaire de l'animal, il dénote un seul individu, bien qu'en fait, chaque nom puisse être porté par plusieurs. Il n'y a pas qu'un chien qui s'appelle Médor. Seuls les noms des chevaux de course et d'autres bêtes de race sont absolument individualisés. Pendant les 26 années du cycle alphabétique, aucun autre cheval de trot que celui ainsi baptisé ne fut né et ne sera dénommé Orvitan III.
Mais c'est, à notre avis, la preuve la plus claire qu'on puisse souhaiter que les noms propres et les noms d'espèces faisant partie du même groupe, il n'existe aucune différence fondamentale entre les deux types. Plus précisément, la raison de la différence n'est pas dans leur nature linguistique, mais dans la manière dont chaque culture découpe le réel, et dans les limites variables qu'elle assigne, en fonction des problèmes qu'elle pose, et qui peuvent différer pour chaque société particulière au sein d'un groupe social. À l'entreprise de classification, c'est donc en vertu d'une détermination extrinsèque qu'un certain niveau de classification requiert des appellations qui peuvent être, selon les cas, des noms communs ou des noms propres, mais nous ne rejoignons pas pour autant la thèse durkheimienne de l'origine sociale de la pensée logique, bien qu'il existe indubitablement un rapport dialectique entre la structure sociale et le système des catégories. Le second n'est pas un effet ou un résultat du premier, il traduit l'un et l'autre au prix de laborieux ajustements réciproques certaines modalités historiques et locales des rapports entre l'homme et le monde qui forment leur commun substrat. Ces précisions étaient indispensables pour nous permettre de souligner sans risque le malentendu de caractère à la fois sociologique et relatif qui s'attache à la notion d'espèce comme à celle d'individu. Considérés sous l'angle biologique, les hommes relevant d'une même race, à supposer que ce terme ait un sens précis, sont comparables aux fleurs d'individuels qui bourgeonnent, s'épanouissent, on se fanent sur le même arbre. Ce sont autant de spécimens d'une variété ou d'une sous-variété. De même, les membres de l'espèce Homo sapiens sont logiquement comparables aux membres d'une espèce animale ou végétale quelconque. Pourtant, la vie sociale opère dans ce système une étrange transformation, car elle incite chaque individu biologique à développer une personnalité, notion qui n'évoque plus le spécimen au sein de la variété, mais plutôt un type de variété ou d'espèce qui n'existe probablement pas dans la nature, bien que le milieu tropical tende parfois à l'ébaucher, et qu'on pourrait appeler mono-individuel, ce qui disparaît quand une personne meurt, consiste en une synthèse d'idées et de conduite aussi exclusive et irremplaçable que celle opérée par une espèce florale, à partir de corps chimiques simples utilisés par toutes les espèces. La perte d'un proche ou celle d'un personnage public, homme politique, écrivain ou artiste, quand elle nous affecte, le fait donc de la même façon que nous ressentirions l'irréparable privation d'un parfum si Rosa centifolia s'éteignait. De ce point de vue, il n'est pas faux de dire que certains modes de classement arbitraires isolés sous l'étiquette du totémisme connaissent un emploi universel chez nous. Ce totémisme, c'est seulement humaniser. Tout se passe comme si dans notre civilisation individuelle, chaque individu avait sa propre personnalité pour totem. Elle est le signifiant de son être signifié, en tant qu'il relève d'un ensemble de paradigmatiques étoiles. Même Vercingétorix, qui pour Gardner est un parfait exemple de nom incarné, sans faire l'hypothèse sur la place de Vercingétorix dans le système nominal des Gaulois, il est clair que pour nous, il désigne ce guerrier des anciens temps jouissant d'un nom exclusif et à consonance curieuse, qui n'est pas Attila, ni Genseric, ni Jugurtha, ni Gengis Khan. Quant à Popocatépetl, autre exemple cher à Gardiner, tout collégien, même ignorant la géographie, sait que ce nom renvoie à une classe dont fait aussi partie Titicaca. On classe comme on peut, mais on classe. Les noms propres forment donc la frange d'un système général de classification. Ils en sont à la fois le prolongement et la limite. Quand ils rentrent en scène, le rideau se lève sur le dernier acte de la représentation logique. Mais la longueur de la pièce et le nombre d'actes sont des faits de civilisation, non de langue. Le caractère plus ou moins propre des noms n'est pas déterminable de façon extrinsèque, ni par leur seule comparaison avec les autres mots du langage. Il dépend du moment auquel chaque société déclare achever son œuvre de classification. Dire qu'un mot est perçu comme nom propre, c'est dire qu'il se situe à un niveau au-delà duquel aucune classification n'est requise, non pas absolument, mais au sein d'un système culturel déterminé. Le nom propre demeure toujours du côté de la classification. Dans chaque système, par conséquent, les noms propres représentent des quanta, des significations, au-dessous desquelles on ne fait plus rien que montrer.
Nous atteignons ainsi à la racine les rares parallèles commis par Peirce et par Russell, le premier en définissant le nom propre comme un index, le second en croyant découvrir le modèle logique du nom propre dont le pronom démonstratif, c'est admettre en effet que l'acte de nommer se situe dans un continu où s'accomplirait insensiblement le passage de l'acte de signifier à celui de montrer. Au contraire, nous espérons avoir établi que ce passage est discontinu, bien que chaque culture en fixe autrement les seuils. Les sciences naturelles situent leur seuil au niveau de l'espèce, de la variété ou de la sous-variété, selon les cas. Ce sont donc des termes de généralité différentes qu'elles percevront chaque fois comme noms propres, mais le sage, et parfois le savant indigène, qui pratique aussi ces modes de classification, les étendent par la même opération mentale jusqu'aux membres individuels du groupe social, ou plus exactement jusqu'aux positions singulières que ces individus, dont chacun forme une sous-classe, peuvent occuper simultanément ou en succession. D'autre point de vue formel, il n'y a donc pas de différence foncière entre le zoologiste et le botaniste attribuant à une plante récemment découverte la position Elephantopuss spicatus, qui lui était ménagée par le système. Quand même, elle n'y était pas inscrite à l'avance, et le prêtre Omala définissant les paradigmes sociaux d'un nouveau membre du groupe en lui conférant le nom disponible, sabots usés de vieux bisons, ils savent ce qu'ils font dans les deux cas.